près de 100 000 personnes pour savoir leur nouveau modèle de véhicule, toutes marques confondues, 2023. Ouais. Est-ce qu'ils ont eu des bugs? Est-ce que leur véhicule va bien depuis qu'ils l'ont acheté? Ils ont posé des questions directement à des consommateurs sélectionnés au hasard avec toutes marques confondues. C'est tellement populaire, les Range Rover, surtout les sports, dans les films d'action. Il y en a tout le temps. Je sais les pas. méchants. Les méchants, mais non, mais je pense que c'est du bon marketing. C'est sûr que certains Range Rover sont dans l'air de ça. Bienvenue au Torque Podcast. Moi, c'est Joe Torque. Moi, c'est Eve Torque. Aujourd'hui, on vous fait part de notre essai routier du Range Rover Sport 2023, ainsi qu'on va vous parler de fiabilité. On mixe Range Rover et fiabilité. Oui, on a eu plusieurs questions. On va vous parler de la qualité initiale, puis qui a eu les meilleures notes selon GD Power, puis c'est qui a les pires notes de la liste. Fait que restez à l'affût pour ça, ça vaut la peine. On va vous expliquer aussi le pourquoi du pourquoi, selon moi, qu'est-ce qui se passe dans cette liste-là. On part avec un Range Rover, les favoris à Eve, qui aime beaucoup les Range Rover. Là, on a eu vraiment une édition coupée sport, plus petit que l'autre qu'on avait, avec le long wheelbase. Là, il était blanc sur blanc. Est-ce que tu aimais ça, toi, Eve? J'aimais ça, le look et tout. Par contre, tu dis, c'est tes favoris, les Range Rover, mais celle-là, je ne l'ai pas autant aimée que le précédent qu'on a eu à l'essai, je vais te dire. J'ai comme été déçue parce qu'on dirait que j'avais tellement des attentes à cause que j'avais vraiment aimé le long wheelbase. Puis là, finalement, quand j'ai steppé dans le sport, c'était moins... je l'ai moins aimé. Il y avait plusieurs, en tout cas, on expliquera pourquoi au cours de l'émission. Là, il y avait plusieurs petits bugs puis affaires que j'aimais moins, mais toi aussi, t'es expérimenté. On en parle tout de suite. Regardez, c'est côté conduite. Le Range Rover Sport, il y a une meilleure tenue de route que le modèle plus allongé, ça c'est sûr et certain. Mm-hmm. Est-ce qu'il était vraiment plus sport que l'autre? Côté puissance, je trouvais que c'était très similaire. Même cette semaine, je trouvais qu'il buguait un peu. Je trouvais qu'il n'était pas à son plein potentiel. Peut-être que le véhicule n'avait pas du gaz et du 91 dedans, du super. Souvent, les véhicules qui sont un petit peu comme... On dirait qu'ils... Ils bug puis ils cherchent. Puis ouais, c'est ça. On dirait que là, c'est une cause... Peut-être sûrement un côté gaz, qu'il n'y avait pas le bon gaz dedans. Bon, il faut quand même spécifier que le moteur qu'on retrouve dans les modèles P400, c'était un semi-hybride. Puis quand on était dans le Range Rover, on s'en est comme pas rendu compte qu'il y avait le semi-hybride dedans. Là, cette semaine, je ne sais pas si c'était le semi-hybride. Il y a besoin d'une recalibration du moteur. Je ne sais pas si c'est le modèle sport ou peu importe, il n'y avait pas la bonne essence dedans, mais on a eu beaucoup de bugs, puis c'était vraiment désagréable pour un véhicule de luxe. Là. Oh oui, non, vraiment. Puis pas juste côté conduite, même. Tu sais, quand on était sur le cruise control, ça arrivait souvent qu'il fallait que toi t'appliques les freins parce qu'ils ne voyaient pas le véhicule en avant qui ralentissait. Oh oui, littéralement, à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est tassé devant moi avec une remorque à l'arrière, puis c'est pas comme s'il ne voyait pas la remorque. C'est ça. Puis c'est pas arrivé juste une fois, là. C'est arrivé 3, 4, 5 fois, là. Beaucoup de bugs, puis c'est tous des trucs qu'on n'a pas eu dans le Range Rover. Puis le auto-stop est très agressif. Même des fois, quand on le met en mode dynamique, il reste encore en fonction. J'ai pas tellement cherché pour comme tout désactiver et tout personnaliser, mais tu sais, des fois, on arrive à un arrêt, comme un arrêt-stop, puis c'est pas comme le véhicule calerait. Ouais, c'est ça. C'est comme on break, puis il cale. C'est ça. Il fait pas juste éteindre, il donne vraiment un coup comme si tu étoufferais en manuel. Oui, c'est ça. C'est vraiment bizarre. Tu sais, d'habitude, on a d'autres véhicules qui ont le auto-start, puis que, tu sais, comme, mettons, t'arrêtes, puis là, après être arrêté, des fois, il arrête. C'est ça. Mais lui, c'est comme, t'avais même pas fini d'arrêter, que, il coupe. Il coupe ça. Ah, d'accord, c'est tous des petits trucs qui viennent un peu... être un irritant. Ouais, il va brimer l'expérience, parce que le camion est très beau. Oui. Il était blanc sur blanc. Très confortable sur la route. C'est très le fun de faire de l'autoroute avec ça. Des très bons sièges, très confortables. Tu sais, quand on est dedans sur la route, là, vraiment, là, ça flotte. Puis c'est très similaire au Range Rover Long Wheelbase. Le Long Wheelbase, c'est un petit peu plus confortable, d'après moi, parce que peut-être nous, on est habitué à des véhicules un peu plus longs. Souvent, tu es capable d'obtenir un confort un peu plus supérieur quand le véhicule est plus long. Là. Mais de ce côté-là, regardez, je crois que...
il était pas assez sport pour être sport. Non, c'est dire. ça. Mais par contre, le look, là, regardez, le côté de tout ça, là, les lignes, les deux tons, les roues sont de la bonne dimension. On voit que Range Rover sont vraiment une référence dans le monde des VUS, puis tout le monde les copie. Oui, vraiment. Puis, mais par contre, est-ce que toi, tu préférais le sport? Moi, je préférais le look du long wheelbase, avec les lumières en arrière plus carrées. J'aime vraiment le derrière carré. Le derrière rond, là, il vient se fondre un peu dans la masse. Oui. Je trouve que autant le Defender que le Range Rover, je trouve avec le derrière carré, il vient se démarquer des autres. Ils font comme, oh, ça c'est un Range Rover, ça c'est un Land Rover. Là, avec le derrière un peu plus arrondi, ça ressemble un petit peu à Monsieur Tout-le-Monde. Oui. De ce côté-là, moi, je trouve. Mais un très beau camion, va très bien. Qu'est-ce que tu pensais de l'intérieur blanc, Ève? Ben écoute, comme on en a parlé dans une émission précédente, moi, j'aime beaucoup ça. Mais intérieur blanc, tu sais, blanc, c'est assuré que tu vas mettre des jeans, quoi que ce soit. C'est comme, tu vas finir par tacher tes bancs là, à la longue. Là. Puis avec des enfants, c'est game over. Il y avait un beau mix de couleurs blanc. Il y avait aussi comme du genre de chrome dark dans les portes. Puis aussi, il y avait comme un genre de tapis gris. Tu sais, ça faisait vraiment moderne à l'intérieur. J'aime vraiment l'intérieur. Moi, je trouvais ça très beau. Il n'y a pas trop de boutons. Tous les boutons sont à bonne place. Oui. L'écran va bien. Je trouve que l'écran est très clair quand on met notre Apple CarPlay sans fil. Là. Je trouve que l'écran, c'est une des plus claires qui vient projeter notre téléphone. Oui, puis j'aime ça. Tu sais, l'écran qui clique aussi quand on pèse dessus. En tout cas, j'en ai parlé avec le long wheelbase. Là. Tout ça, on retrouvait ça, puis ça allait super bien, puis j'aimais ça. Mais, tu sais, encore une fois, on dirait... Là, tu vas me dire que c'est... Je sais pas si c'est mental, OK? Sûrement. Là, si c'est pas vrai, puis c'est mental, le monde va dire, OK, elle est vraiment émotif, là, avec le long wheelbase. Mais même le tapis, j'ai l'impression... Tu sais, je l'ai filmé dans le long wheelbase. Tu sais que le tapis, il était comme plus avec des longs poils en minou. Ouais. Puis là, dans le sport, c'est comme la même chose, mais plus court puis plus raide. Il faut se dire aussi, le modèle qu'on avait à l'essai, c'est comme le plus celui d'entrée de gamme dans les Range Rover Sport. Celui qu'on avait avec le long wheelbase était bien équipé. Il jouait dans les 176 000 $. Lui qu'on avait à l'essai cette semaine, lui, il joue plus dans les 127 128 000 $ avec toutes les options qu'on avait dessus. Quand même dispendieux de ce côté-là, mais on n'est pas dans la même braquette de prix. Non, c'est sûr. Il faut se le dire. Moi, qu'est-ce qui m'a déçu beaucoup, c'est l'espace à l'arrière. En arrière de moi, si vous êtes grand, c'est des gros sièges massifs qui sont le fun. Ils sont très confortables, mais ils prennent beaucoup de place. L'espace en arrière de moi, qui est grand, était très limité, même borderline, trop serré en arrière de moi. Je trouvais que, tu sais, un Range Rover Sport, c'est environ la grosseur d'un Grand Cherokee, tu sais, avec la banquette en arrière et la grosse valise en arrière. Mais je trouvais qu'il manquait de l'espace à l'arrière pour les enfants, là, pour que ce soit pratique. Là. Pour cette grosseur-là, comme on l'a dit dans un autre épisode, là, on avait le Chevrolet Blazer la même semaine. Puis le Blazer qui coûte, je sais pas, là, 100 000 de moins, peut-être 90 80 000 de moins. Ouais. Il était beaucoup plus spacieux, plus pratique, puis on dirait qu'il était plus petit de l'extérieur. Peut-être qu'ils sont environ de la même grosseur, mais visuellement, peut-être parce que le Range Rover est plus carré, il paraissait plus gros. Oui, il avait l'air plus massif, puis tu sais, justement, dans le Blazer, tout le monde était à l'aise, puis dans le Range Rover, quand on est allé tout ensemble avec la famille, il a fallu que j'assois notre fille du milieu, là, qui n'a pas de banc de bébé, derrière toi, justement, pour l'espace des jambes et tout, parce que pour la plus vieille, il n'y avait pas assez de place. Là. Oh, et puis là, il y avait des bancs blancs, fait qu'on leur disait, tu sais, décrottez-vous pas le nez. Pétez pas trop fort. Ah, Seigneur! Ça, c'est le genre de joke que j'ai fait, là, puis là, t'as les filles, t'es comme... mais la petite, elle rit tout le temps dès que son père dit quelque chose. Là, t'as comme notre fille du milieu qui est comme... Elle, tout, elle trouve ça bien drôle. Puis t'as la plus vieille qui est comme en mode adolescente. Là. Oh, franchement! Mais non, tu sais, les côtés valises, tout ça, c'était bien. Tu sais, la suspension, elle lève, elle descend. Il y a des petits gadgets que... Moi, qu'est-ce que j'ai réalisé qui était le fun, c'est que... mettons, tu as un toit panoramique. À chaque fois que tu fermes le véhicule, il va venir se fermer pour pas que ça chauffe trop dans le véhicule. Oui. Puis le matin, quand tu le pars, puis c'est le matin, le toit ouvre automatiquement. C'est pas toi qui... T'as pas besoin d'enlever le pare-soleil.
Non, c'est ça. Puis je trouve ça le fun, le matin, tu pars, puis c'est comme, tu sais, ça vient de donner de la lumière, puis tu sais, ça, c'est des petits trucs comme ça. Je trouve des petits détails qui fait comme, tu sais, c'est un véhicule de luxe. Ouais, c'est ça. C'est comme une coche de plus. Mais ça, j'ai remarqué ça, je trouvais ça le fun. Ouais, c'est sharp. Regarde, en gros, c'est ça, comme je disais, le véhicule est quand même bien équipé. On va se le dire, c'est des véhicules qui coûtent cher. C'est des véhicules qui paraissent très bien. Je pense que dans ce domaine-là, Range Rover fait un super bon job. Puis, tu sais, j'en parlais dans plusieurs podcasts, là, mais depuis que je l'ai dit, j'essayais de remarquer. Puis, c'est tellement populaire, les Range Rover, surtout les sports, dans les films d'action. Il y en a tout le temps. Je sais les pas. Méchants. Les méchants. Mais non, mais je pense que c'est du bon marketing. C'est sûr que certains Range Rover sont dans l'air de ça. Là. Puis, tu sais, on a regardé un film d'action dernièrement. Je sais pas c'était quoi. Je pense que ça soit Extraction ou ça soit Jack Ryan. Jack Ryan, quelque chose genre. Il y avait plein de Range Rover tout le temps. Tu sais, c'est vraiment. Ils se sont comme établis une image badass. Ouais. Mais c'est comme le fun. On aime ça. On transporte un truc pour faire une bombe nucléaire. On est des méchants. On a plein de mitraillettes dans notre véhicule. Ah ouais. Alors moi, j'aime ça. Je trouve tellement que ça fit avec le look. Puis je trouve que ça amène comme une autre dimension, une autre personnalité au véhicule, vraiment. Là. Ouais. Fait que, regardez, encore là, comme je vous dis, là, on avait quand même plusieurs options. Le véhicule, il part à 108 450 $. De base, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a l'air, celui de base, mais ça, je trouve encore une fois, oui, c'est dispendieux, mais dans ces véhicules-là, c'est dans les prix. Mais tu sais, comment je pourrais dire, si vous n'êtes pas fancy, vous n'avez pas besoin du logo, vous n'avez pas besoin de vous compliquer la tête, ces choses-là, je vous dirais, là, un Jeep Grand Cherokee bien équipé, là, ça fait la même job. non, mais on a autant de gadgets, on a même plus d'écran, la suspension elle monte pas descend. Il y a plus d'espace. Tu sais, c'est pas dans la même gamme, mais tu sais, quelqu'un qui n'est pas capable de payer ces prix-là, mais qui aime le look Range Rover, je trouve que le Grand Cherokee est vraiment proche. C'est comme la version cheap là, d'un Range Rover. Non, tu sais, peut-être c'est semblable, mais c'est vraiment. Je trouve tellement que Range Rover, il a son look à part. Là. Puis, tu sais, là, tu parles d'aller vers le Jeep, mais peut-être pas juste pour ça, là, il y a combien de points de service aussi? Là? Je suis sûr qu'il y a plus de concessionnaires Jeep que Range Rover dans les environs. C'est sûr et certain, mais tu sais, dans ce style de véhicule-là, qui offre autant le luxe que la performance, que les capacités en route, il y a juste le Jeep qui est comme une alternative moins chère, je parle. Ouais. Mais tu sais, moi, qu'est-ce que j'aime du Range Rover, c'est que ça reste un Range Rover. T'sais, de loin, tu es capable de dire ça, c'est un Range Rover. C'est ça. Puis, c'est pas une bulle toute ronde. T'sais, comme, je vais te donner un exemple, puis toi, tu l'aimes beaucoup, mais moi, je suis pas fan. Le Mercedes GLE qui est tout rond, là, puis surtout le coupé, tout ça, c'est rond. Ça fait pas de troc. C'est sûr, eux autres, ils ont les G-Wagons à faire là, mais toutes les VUS, ils sont comme tout le temps un peu rond, tu sais. Oui, mais ça revient à dire ce que tu disais, que le modèle Range Rover Sport qu'on a eu à l'essai, tu l'aimes un peu moins, justement, le derrière plus arrondi. Là, il vient se fondre dans la masse de toutes les autres VUS. Oh, oui. Puis je trouve que le Range Rover, c'est un beau véhicule, genre, qui est vraiment comme unisexe. C'est pas un véhicule comme on dit, ça c'est un truck c'est un VUS de gars, ça c'est un VUS de femme. Ouais. On voit beaucoup de femmes dans les Range Rover, mais beaucoup de gars aussi. Puis, tu sais, l'intérieur, le thème dedans est autant comme moderne qui va plaire à une femme, que, tu sais, c'est comme vraiment comme bien décoré. Puis là, l'autre gars, ça fait. Tu sais, il n'y a pas de cossins comme des patentes en cristal comme dans un Volvo. Non, mais tu sais, je donne une comparaison. Non, c'est comme les deux trouvent leur compte, là. Moi, je trouve que c'est ça. Ils l'ont l'affaire. Puis il y a des petits détails, comme sur le toit, il y a comme 2 antennes. Oui, sur le sport, j'ai vu ça. Il y a des petits détails de même, il faut vraiment remarquer. Oui, j'ai trouvé ça drôle. J'ai vu ça. Je te suivais justement en arrière, puis j'ai dit pourquoi il y en a 2? J'ai remarqué vite. Il y a vraiment plein d'affaires que. Comment je peux dire? Il faut passer beaucoup de temps avec le véhicule pour les remarquer. Quand j'ouvre le capot, il y a 2 clips. Littéralement pour retenir le capot. Mais ça a 2 bonnes fonctions. De un, à haute vitesse, ton capot a moins de chances de lever. Fait que quand tu poursuis James Bond, tu peux monter au-dessus de 200 km/h puis ton capot ne lève pas.
Puis où tu fais du hors-route, tu rentres dans l'eau, mais tu sais, 2 clips vaut mieux qu'une, tu sais. Ouais. Mais encore là, tu te souviens, quand on est allé au lave-auto, on trouvait, quand il soufflait, que le capot était funky un peu. Là. Ouais, ça, c'est... C'est comme un petit peu un turn-off, tu sais, c'est comme il avait quelque chose de ouais, même. Puis quand on était dans le lave-auto, il y avait beaucoup de bruit. C'était... Tu sais, sur la route, il est très silencieux, mais on dirait que quand on est dans le lave-auto, on dirait que c'est la petite tôle. Ben, tu sais, il y a beaucoup d'aluminium aussi sur ces véhicules-là, il faut se le dire, là. Mais on a vraiment vu le capot flexer. Hein? Ah, vraiment. Puis moi, ça m'a un peu turné off. Pour le prix du véhicule, tu sais, on a essayé des véhicules plus bas de gamme qui étaient plus silencieux dans le lave-auto. Ouais. C'est ça qui est comme... Puis là, tu vois le capot flexer, t'es comme, ouais. Ouais, mais tu sais, ça c'est comme 2 genres de tests différents. Tu sais, t'as comme le bruit sur la route, puis le bruit comme dans le lave-auto, c'est 2 choses différentes. Sur la route, ils l'ont très bien, tu sais. Ah oui. Mais par contre, dans le lave-auto, c'était bizarre. En tout cas, tu sais, c'est... Comment je peux dire? Tu sais, il y a d'autres véhicules, quand on avait le UQS, cette affaire-là, quand on était dans le lave-auto, ça restait vraiment silencieux. Ah oui. Mais par contre, comment je pourrais dire? Après l'avoir conduit dans le trafic, quand on était le reporter, il était vraiment fatigant. Il buguait. Tu sais, ça peut être juste un update qu'il a besoin. Tu sais, là, à chaque fois que j'arrêtais, ça faisait... C'est pareil comme s'il calait, puis il était vraiment pas agréable à conduire dans le trafic. Là. Non, c'était assez pour être un irritant. Puis, tu sais, justement, que le cruise control adaptatif, il voyait pas les remorques ou les gens qui se tassaient des fois. Tu sais, il voyait juste pas. Mais tu sais, c'est des choses qu'on n'a pas eues avec l'autre Range Rover. Non, l'autre qui est fantastique. L'autre qui est fantastique. Mais tu sais... C'est-tu parce que c'est ce modèle-là? Y a-tu besoin d'un update? Y a-tu besoin d'aller au concessionnaire? Je ne sais pas. Non. Puis là, tu sais, c'est ça. On vous donne un peu nos impressions. Tu sais, on s'entend, on a le véhicule à l'essai une semaine. Là. Puis moi, tout ce qui s'est dit sur TikTok puis tous mes réseaux, c'est comme « Oui, mais est-ce que le véhicule est fiable? » Là, c'est la question du Range Rover. Est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est fiable? Là, on peut pas vous dire selon nous, dans 10 ans, ça va être fiable ou non. Non, on en a déjà parlé de ça. On ne va pas dans l'avenir, surtout quand c'est des nouveaux modèles, des nouveaux moteurs, ces choses-là. Un peu boucler la boucle pour le Range Rover. Côté économie d'essence, quand on fait beaucoup d'autoroutes, on l'a descendu dans du 11,8. C'était quand même raisonnable. L'espèce de semi-hybride ne fait pas de miracle. Là. Moi, je trouve que c'est un petit peu genre style... un peu des systèmes qu'on retrouve justement dans les Jeep avec le V8 puis avec les Ram, ces choses-là. Là, vraiment un petit système qui vient vraiment aider. C'est pas le genre de système que... D'après moi, on va faire... on va le descendre dans le neuf. C'est quand même un gros véhicule luxueux, mais c'est le fun d'avoir quand même beaucoup de choses sur le capot, quand même bonne performance, mais pas le rouler dans le 14-15 litres au 100. Non, c'est ça. Fait que là, pour répondre un peu aux questions de tout le monde qui nous demande est-ce que c'est fiable un Range Rover puis qu'on peut pas vous lire l'avenir, mais on a sorti la liste... c'est quoi le nom déjà de la liste? JD Power. Bon, de JD Power. Fait que ça, c'est qu'ils ont envoyé un questionnaire à 93 000 personnes. Un peu plus que 93 000. En tout cas, on s'entend près de 100 000 personnes pour savoir leur nouveau modèle de véhicule, toutes marques confondues, 2023. Ouais. Est-ce qu'ils ont eu des bugs? Est-ce que leur véhicule va bien depuis qu'ils l'ont acheté? Ils ont posé des questions directement à des consommateurs sélectionnés au hasard avec toutes marques confondues. Fait que Range Rover est situé où dans cette liste? On va dire le gagnant. On va dire... je peux te dire tout de suite. Je ne sais pas s'il est là. OK. Land Rover, il est... au-dessus, je veux dire, c'est-tu au-dessus ou sous la moyenne? Il est pire que la moyenne, je pourrais dire, le average. Là. Ouais, question fiabilité, là. Ouais. Il n'est pas dans le bas de la liste, mais comme il est aux 3/4, là, tu sais. Il n'est pas terrible. Avant, il était souvent dans les derniers. Dans les derniers. Fait qu'il a monté dans la liste, mais il n'a pas encore dépassé la moyenne, mettons. Il y a des grosses surprises cette année dans la liste, puis il y en a qui vont être déçus, puis il y en a qui vont être contents. La marque la plus fiable selon cette étude, qui est une surprise, c'est Dodge. En deuxième position, Ram. En troisième position, Alfa Romeo. 3 produits Stellantis. Ah oui. C'était très surprenant de ce côté-là. Puis après ça, on a tous des produits de GM. Là. Buick, Chevrolet, GMC, Porsche, Cadillac, Kia, Lexus, Genesis, Mini et... Ça, c'est surprenant. Mini était réputé pour
pour briser. Mais tu sais, là, c'est qualité initiale. Fait que c'est comme si tu as acheté ton véhicule l'été passé, là, ça fait presque un an que tu l'as, ou tu l'as acheté à la fin de l'année, mais ça fait que, je sais pas, 6 mois, 4 mois, tu l'as. Mm-hmm. Fait que c'est tout un peu... Il n'y a pas vraiment un temps, là. Non, c'est ça. Fait que c'est des modèles 2023. Fait que dès le début, mettons, où est-ce qu'ils les classifient? On descend dans la liste. Au-dessus de la moyenne de cette liste-là, on a des marques comme Toyota. Hein, les gars Toyota qui sont tout le temps « Ah, c'est les meilleurs chars au monde, c'est les plus fiables que pas. » Ben, dans cette liste-là, il n'est pas trop. Non, c'est ça. Non, mais tu sais, des fois, c'est des choses que... Il y a des pensées puis des réputations qui sont acquises, qui sont, avec le temps, des fois, peut-être pas fondées. Oui, peut-être que ton vieux Toyota, qui était fabriqué en 1994, il est super fiable. Oui, mais les modèles plus récents, moi, j'ai entendu des gens dire les modèles plus récents buguaient plus. On le sait, ils ont eu des méga recalls avec les modèles Prime, tout ça. On a Ford aussi qui est juste au-dessus de Toyota. Il y a Mercedes, Land Rover dans ce coin-là. Qu'est-ce que je suis surpris? Lincoln est quand même bas. Beaucoup de bugs chez Lincoln, on voit ça. Puis dans le bas de la liste, pas complètement dans le bas. OK. Dans le bas, il y a une zone spéciale. OK. On a Audi, Volkswagen, Chrysler, Volvo. Tu sais, on vous dit souvent, pendant nos essais, on a des bugs avec les Volvo. Mais ça, c'est dans la qualité initiale. C'est ça. Tu sais, le véhicule est neuf, puis t'as des bugs un peu en partant, tu sais, qu'on voit tout de suite. Fait que c'est, tu sais, tous les bugs qu'on a eu avec les Volvo qu'on a eu à l'essai, mais les clients les ont. Tu sais, l'affaire qu'il y a, c'est que là, on aurait été au concessionnaire, mes caméras de côté ne marchent pas, ou telle affaire a buggé, ou à un moment donné, mon système a gelé. Tu sais, tous les bugs qu'on a eu, on en a parlé souvent. Mais ça, c'est comme, là, tu es allé au concessionnaire. Fait que là, si tu te fais appeler par cet organisme-là, mais tu vas dire, ben, je suis allé 3 fois. Pour tel problème. Là, ça fait une coche, là. Ah oui. Parce que là, les chiffres qu'il y a devant moi, c'est par 100 autos. Problème par 100 autos. Fait que chez Volvo, c'est 250. Fait que toutes les autos ont au moins 2,5 problèmes. Non, mais tu sais, ça fait ça, mais on. Puis là, en bas de la liste, complètement, il y en a qui vont pleurer, là. On a Tesla et Polestar. En bas de la liste, complètement, Tesla et Polestar 313 et Tesla 257. Bon, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je vais vous le dire un peu. Faut pas prendre cette étude-là et faire comme Dodge est fantastique, c'est beaucoup plus fiable qu'une Tesla. C'est pas ça. C'est le nombre de modèles qui a été changé puis les technologies qui ont été appliquées. On prend une marque comme Polestar qui est électrique, qui est tout nouveau, tout beau, nouvelle marque en plus, nouveau modèle, nouvelle technologie. C'est sûr et certain qu'il va y avoir 10 000 bugs. Ah oui, ils l'ont pas rodé encore. C'est ça. C'est normal. Tesla, même chose. C'est des véhicules électriques. C'est pas des technologies qui ont assez été longtemps sur le chemin pour les roder longtemps, puis les perfectionner. Puis aussi, Tesla, on se dit... les usines, ils marchent à full capacité puis ils produisent les véhicules vite. Fait ils sont un petit peu genre... il y a mieux avoir des problèmes qu'ils vont régler plus tard. Que de ne pas fournir de véhicules. C'est ça. Mm-hmm. Là, qu'est-ce que ça veut dire? Là? Bon, d'habitude, là, Alfa Romeo, on voyait jamais ça dans le top. Là, pourquoi on voit des marques Stellantis dans le top? C'est parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de nouveaux modèles. Fait que pas de nouvelles technologies, puis il n'y a pas de véhicules électriques. Oui. C'est sûr, certains, tu viens éliminer tous tes véhicules électriques, puis tes nouvelles technologies, puis t'es ci, t'es ça. T'as bien moins de problèmes. Puis chez Dodge, il n'y a presque plus de modèles, puis tous les modèles qu'il y a, c'est des vieux modèles. Qui ont fait leurs preuves, qui ont eu le temps de régler les bobos. Tu sais, des Challenger, des Chargers, c'est des vieux modèles. Mm-hmm. C'est des vieux moteurs. Tout est vieux dedans. C'est sûr qu'à un moment donné, ils ont réglé les bobos. Là. C'est ça. Puis, tu sais, là, chez Alfa Romeo, ben, tu sais, on roule de plus en plus sur des moteurs puis des technologies qui sont dérivées, justement, de chez Dodge puis tout ça. Fait que, tu sais, ça va en dire long. Même chose chez Ram est numéro 2, mais Ram, présentement, sur le marché, c'est pas mal le plus vieux camion qu'il y a. Avec, on compte pas le Titan. Là, ce Titan, tu sais, ils vendent tellement pas du... Tu sais, quand je dis des choses comme ça, il y en a qui sont choqués. Là, Titan, c'est le meilleur pick-up du monde! J'aime pas les Américains! C'est l'affaire qu'il y a, c'est qu'ils en entendent tellement pas que ça compte pas. C'est ça. Tu sais, Tundra peut jouer dans la game,
Mais tu sais, à comparer de Ford, Chevrolet, GMC puis Ram, si vous regardez les chiffres de vente, le market share de chez Nissan et chez Toyota, ils sont pas dans le game. Non, c'est vraiment des plus petites parts de marché. Là. Mais Ram, c'est le plus vieux pick-up de la gang. Mm-hmm. Il est plus vieux que le F-150, il est plus vieux que le GMC et le Chevrolet. Tout l'écran, tout ça, là, ça remonte à genre 2019. Là. Non. Fait que ça explique vraiment pourquoi que là, ils se retrouvent au top, parce que versus les autres modèles en dessous, ils ont eu le temps de régler leurs bobos. Puis ça veut pas dire, tu sais, comme on dit, RAM est numéro 2, mais dans 10 ans, là, ceux qui demandent, est-ce que dans 10 ans, mon RAM va encore fonctionner? Là, cette liste-là, c'est pas ça qu'elle veut dire. Non. Là, s'ils font les longs termes, on va le checker. Là. Souvent là, ceux là, qui étaient dans le top des véhicules qui durait le plus longtemps, là, il y avait tout le temps genre Taos, Suburban, Yukon. Ouais. Ils sont tout le temps dans le top 5. Ouais. Rien que pour vous dire. Là. Parce que des fois, ces camions-là, je te donne un exemple, sont construits comme des pick-up, mais ils ne travaillent pas comme des pick-up. Oui, fait qu'ils sont comme plus tough un peu. Ben, ils durent plus longtemps. Mm-hmm. Ce serait mon explication. Regardez, vite fait, là, on parle pour parler. Là, on voit dans la liste, il y a Kia, Genesis, puis là, Hyundai. Hyundai est en arrière de Subaru, Jaguar, Maserati. D'après moi, là, pourquoi que Hyundai est là, OK? Oui, il y en a qui ont eu des troubles, des ça, ben tu sais. En tout cas, pour le marché canadien, je sais que ça, c'est plus basé aux États-Unis, mais je pense que c'est la même chose aux États-Unis. Ils ont été capables de livrer plus de Ioniq 5 que de EV6. D'après moi, c'est encore là. C'est tout le temps comme un peu l'auto électrique qui est la nouvelle technologie qui n'a pas été rodée à 100%, qui vient faire un peu baisser les chiffres. Puis ça, c'est normal. Tous les manufacturiers vont sortir des nouveaux véhicules, des nouvelles technologies. Il va falloir qu'ils les ajustent. Oui. Moi, ce que je vous dis pour sélectionner un manufacturier qui a de l'allure, là, quand tout ça arrive partout. C'est comment le manufacturier va répondre à ça. Il va-tu faire des campagnes de rappel? Tu sais, des fois, il y en a qui sont choqués. « Ah, ça, c'est de la merde, ils font des rappels. » Oui, mais ils l'ont pas balayé en dessous du tapis comme plusieurs autres manufacturiers vont faire. Ils l'ont dit « Hey, on a un problème ici, ramène ton véhicule, on va régler ça. » Puis ça, dans ma tête, ça a beaucoup plus de classe que les autres qui vont se mettre un peu la tête dans le sable puis pas voir le problème de leur véhicule. Là. Alors, ça c'est sûr et certain, mais tu sais, il ne faut pas conclure que les véhicules électriques ne sont pas fiables. C'est pas ça qu'on dit pas en tout là, dans notre conclusion aujourd'hui. Là. Ils ont besoin de plus d'updates. Mm-hmm. Parce que si c'est un nouveau modèle qui est sorti, là, je suis un autre chroniqueur aux États-Unis, lui, il a une Ford Mustang Mach-E, mais je pense qu'il est au garage à tous les mois ou 2 mois pour faire des updates, des ci, des ça, changer telle affaire, parce que là, entre sa Mach-E et les dernières Mach-E qui ont sorti, mais ils ont changé telle pièce que là, l'autre, elle ne suit plus, puis avec les nouveaux ordinateurs et les nouveaux updates, ça ne marchera plus. Fait que là, il faut qu'ils changent tel software, tel hardware, tel ci, tel ça. Tu sais, faut voir ça, encore une fois, là, comme un téléphone. Je suis fatiguant avec ça, que c'est comme un cellulaire, mais c'est à un moment donné, si tu ne fais pas tes updates, ton téléphone ne marchera pas bien. Avec le véhicule électrique, ça l'affecte 100 fois plus qu'un véhicule à gaz. Un véhicule à gaz, c'est sûr certain que l'ordinateur gère beaucoup de choses, mais ça reste un moteur à gaz. Un ordinateur qui bug dans un véhicule électrique, c'est la même chose que ton ordinateur bug, ton téléphone bug, ta tablette bug. C'est ça. Fait que je pense que ça va venir un peu aussi pour le commun des mortels. Tu vas savoir, tu as un véhicule électrique, mais c'est quelque chose qu'il faut que tu regardes de plus près, qu'il faut que tu checkes toutes tes affaires. Puis, c'est une nouvelle génération de véhicules. Là. On a passé plus de 100 ans avec des moteurs à gaz, puis là, on commence à mettre des moteurs électriques sur la route de masse. Je dis pas que les véhicules électriques n'existaient pas avant. C'est juste que là, ils sont de masse. C'est là qu'ils se mettent, ils arrivent vraiment à l'épreuve. Puis là, des fois, on en parle tout le temps, il y a certains manufacturiers qui vont investir un petit peu plus dans la recherche et développement, puis les tests qu'ils vont effectuer à ces véhicules-là. Puis il y a certains véhicules que peut-être ils vont mieux performer mais dans le sud de la Californie que dans le nord du Québec. Ouais, dans le banc de neige. Non. Ça, c'est sûr. Puis, tu sais, tout ça, c'est un processus normal. C'est une nouvelle technologie, comme tu dis, qui arrive en masse dans les mains de monsieur, madame, tout le monde. Sur papier, avec leurs tests, tout faisait du sens. Mais là, quand tu l'essayes en pratique, c'est là que tu vois puis tu constates les bobos.
puis ils vont s'ajuster. Puis c'est tout ça, moi, ça me fait pas peur. Je suis pas en train de dire « Hey, Polestar, c'est de la merde ». Non, c'est juste qu'ils sont en processus d'ajustement, parce que justement, c'est nouveau. Ils viennent de sortir. Là, c'est sûr que si pendant 10 ans, Polestar est en dernier de la liste, bien là, c'est comme à un moment donné, t'as pas upgradé. Là, tu peux dire que ton produit est bon ou pas. Là, mais quand c'est nouveau comme ça, tu peux pas. Faut laisser une chance au coureur de s'améliorer et régler ses bugs. Tu sais, parlant de fiabilité à long terme, j'ai eu un bon feedback dernièrement de 2 propriétaires de Tesla. C'était un gars avec son père. Ils ont acheté tous les 2 une Tesla en même temps. C'était au début, il l'a acheté genre en 2014, puis là, il va avoir bientôt comme, je sais pas, là, 8 ans. 10 ans. Ouais. 10 ans, puis il va avoir plus que 300 000 kilos. Puis, il me dit que son auto était vraiment en shape, la batterie, ces choses-là. Le reste de l'auto était correct. Là, à un moment donné, il a de la misère à suivre la game, le body, puis ces choses-là. Mais, à comparer de son père, il y a eu une grosse différence dans la vie de la batterie. Puis la grosse différence dans ces 2 modèles-là, c'était l'utilisation de chargeurs à la maison de niveau 2 ou de supercharger qui est de niveau 3. Mm-hmm. Puis cette personne-là me dit que lui, il utilisait presque jamais les superchargers. Il branchait tout le temps son véhicule à la maison. Puis son père, il utilisait souvent les superchargers. Puis il disait que la vie de la batterie, je me souviens pas du chiffre exact, là. Tu sais, mettons, lui, après quasiment 10 ans, mais sa batterie est encore à 95-96 %, mais celle à son père était descendue genre à 80 ou dans 70 %. Oui. Ça aussi, ça fait une grosse différence. Fait que là, on le voit que à long terme, utiliser les niveaux 3, les superchargers, viennent affecter les performances puis la fiabilité du véhicule à long terme. Mm-hmm. Ça l'endommage. On recharge vite, on a une récompense, mais on l'endommage. Sur le long terme. Oui. Fait que, tu sais, ça va rentrer. C'est comme une nouvelle. Comment je pourrais dire? C'est un nouveau facteur qui va rentrer en bout de ligne. Tu sais, je pense que comment je pourrais dire ça? Les superchargers, les niveaux 3, vont plus affecter le véhicule que quelqu'un qui roule un véhicule sport et qui ne met pas le bon gaz dedans. Ah oui. Entièrement, là. Puis, c'est ça, il l'avise aussi. Puis pas juste ça, là. Tu sais, comme quand tu fais des départs rapides ou, tu sais, l'autre Tesla, que tu peux mettre le mode Ludacris ou je sais pas trop, là. Tu sais, ils t'avertissent, tu vas endommager de temps ta batterie. Mais rendu là, ça tombe un peu comme un véhicule usagé normal. Comment l'utilisateur a géré son véhicule. Comment l'utilisateur a géré son véhicule électrique. Est-ce qu'il était tout le temps au superchargeur ou il le faisait, comme tu dis, à la maison. C'est la même chose que quelqu'un qui a un véhicule à gaz. Il a-tu fait ses entretiens ou il l'a laissé aller puis il est comme « je suis dû de mon changement d'huile. J'ai quasiment plus d'huile dans mon véhicule. » C'est ça, il y en a des fois. Là. Ça va dépendre de l'utilisation de chaque personne. Je ne sais pas comment ça va prendre de temps. D'après moi, ça va prendre à peu près peut-être un 3-4 ans. Tu sais, juste assez pour te enlever de la garantie. Ouais. C'est là qu'on va voir que ça va chuter. Avant ça va être pas si pire. Mm-hmm. Puis, tu sais, dans les années qui viennent, on va essayer de regarder, voir les essais. Tu sais, quand on fait nos essais routiers, tu sais, c'est des véhicules qui sont chargés n'importe comment, n'importe où, des fois 2-3 fois par semaine. Dans tu sais, nous autres, on les brasse, les journalistes, les essayeurs de char, les chroniqueurs, tout ça. J'aimerais ça voir. Il faudrait remarquer comme la différence entre essayer le véhicule au début puis essayer le véhicule comme avant qu'il l'enlève de la flotte de presse. Mettons après 1 an d'utilisation. Souvent, tout dépendant des marques, là, je généralise, mais souvent quand le véhicule a 10 000 kilos, nous, il l'enlève des flottes de presse. Oui. Fait que, est-ce que c'est assez un 10 000 kilos intense d'accélération et de test de plein de journalistes pour affecter la vie de la batterie? Oui. Faudrait voir, ça serait un bon test, ça. Fait que, en gros, c'est ça. Regardez. Dodge n'est pas fantastique, puis Polestar puis Tesla sont pas horribles. Faut pas capoter avec ça, mais faut juste garder ça en tête. Ouais. Quand vous achetez, peu importe le manufacturier, quand vous achetez un véhicule avec des nouvelles technologies, les nouveaux modèles qui viennent de sortir, tout ça, il faut s'en attendre. Ça se peut qu'il y ait des bobos qui sortent.
On part du côté technique à la mise en pratique du véhicule. C'est là qu'on voit qu'est-ce qui marche pas. Fait que faut garder ça en tête quand vous faites le choix de votre voiture. 313 pour 100 véhicules, ça veut dire depuis que les gens ont acheté ce véhicule-là, ils ont eu 3 fois quelque chose de majeur que ils l'ont dit au pour sondage. l'étude, là. Là, il y a plein de je pourrais dire, de sections qui analysent. Là, vous pouvez aller voir. Là, c'est sur le jdpower.com. Là. Allez voir ça. Ils disent tous les points qu'ils demandent sur chaque véhicule. Il y a beaucoup d'autres trucs là, qui disent là, qui est la meilleure dans chaque section, tout ça. Des heures de plaisir, mais on voulait juste en parler un peu vite fait. Ils donnent des médailles aussi, là, tout ça. Là. Toyota a gagné la top médaille ici, le Platinum, là, dans cette section-là. Là. On le voit que quand même, la réputation est là, mais ils sont pas horribles, mais ils sont pas parfaits. Comment je pourrais dire? On peut, si votre véhicule a été construit pendant le COVID, mais peut-être qu'il manquait de staff ou à un moment donné, il est arrivé telle affaire à l'usine. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en bout de ligne. Là, qui peut influencer la qualité du véhicule. Là. Ouais. En tout cas. Alors, dites-nous votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous préférez le Range Rover Sport ou vous préférez, comme moi, le Long Wheelbase? J'aimerais avoir votre avis. Ou le Range Rover tout court. Mm-hmm. Quand même, le plus court est quand même beau aussi. Là, il est de la même taille un peu que le Sport, mais il reste avec le derrière carré. Ouais, mais Long Wheelbase. Alors, dites-nous votre avis dans les commentaires et dites-nous, est-ce que votre véhicule se retrouve dans la super liste que Jules a énumérée? On est curieux. N'oubliez pas d'aller visiter notre site web torquemedia.ca. Il y a toujours des casquettes, il y a des liens vers toutes nos vidéos, ces choses-là. Mm-hmm. Parce que là, il faudrait vraiment beaucoup de casquettes pour acheter le Range Rover à Eve, là, à 176 000. Ça va prendre des containers de casquettes. Ouais, c'est ça. Oh my God. N'oubliez pas de nous encourager partout. YouTube, sur les podcasts, tout ça. Facebook, Instagram, TikTok. On est partout. Puis envoyez-nous vos questions. Si on a assez de questions, on peut faire même un épisode qu'on va juste répondre à vos questions. Ça va nous faire plaisir. Oui. Alors, n'oubliez pas de liker et partager la vidéo. Et on se retrouve dans un prochain podcast.